Bonjour et bienvenue dans Smart Impact, c'est l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, c'est Christophe Cognier, le président du groupe GSF, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. Le géant de la propreté et des services aux entreprises est certifié Bicorp. Il nous détaillera sa stratégie pour obtenir et conserver ce label. Auparavant, je reçois la journaliste Sophie Coignard qui vient de publier un livre enquête sur le carnage végétal en cours dans les forêts françaises. Comment les épargner sans renoncer à les exploiter? Réponse dans une minute. Notre débat, il portera sur les SMR, ces petits réacteurs nucléaires présentés comme modulaires et flexibles. On verra s'ils le sont vraiment et quel rôle ils pourraient jouer dans notre économie, dans notre décarbonation. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Bioteos et ses purificateurs d'air qui fonctionnent grâce à des micro-algues. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. Tout de suite. L'invité de ce Smart Impact, c'est Sophie Coignard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes journaliste au magazine Le Point, autrice, vous publiez Arbres en danger, enquête sur un carnage végétal, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Votre livre, il commence par un événement très concret, on est dans le Perche, où vous vivez l'observation de quelques chênes abattus en bord de route. Donc vous avez une bonne réaction de journaliste déjà, vous vous posez des questions? Mais je rêve même, c'est-à-dire c'est l'époque de la reconstruction de ce qu'on appelle la forêt de Notre-Dame. Oui. Et donc je sais qu'il y a dans le Perche, il y a de très beaux chênes, qu'il y en a quelques-uns qui sont destinés à la reconstruction de cette forêt. Et donc je me prends à rêver, je me dis, bon, ça doit être ça, enfin bon, voilà. Et puis, il se trouve que je dois déchanter 2-3 semaines après, quand j'apprends qu'en fait, comme me dit le propriétaire cette fois, bon, ça part en Chine. Les chênes français partent en Chine. Voilà, ils partent en Chine. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors là, ça, personne n'en sait rien. Et là, évidemment, mon esprit de journaliste, enfin, après le moment de sidération, La sidération, oui. Disons que, voilà, mon esprit de journaliste reprend le dessus. Et donc, je commence à enquêter. Je m'aperçois qu'en effet, il y a en gros, officiellement, 20% des chênes abattus en France chaque année qui partent en Chine. Un peu plus, en fait, parce qu'il y a des voies parallèles. Et que la Chine a elle-même interdit qu'on coupe le moindre chêne sur son territoire. Donc elle protège ses chênes et se fournit ailleurs, Voilà. Notamment en France. Elle a commencé par se fournir en Russie, Oui. et Moscou a décidé début 2021 que c'était fini. Et donc nous sommes devenus un pays où la Chine, comment dirais-je, fait de l'extraction coloniale, et nous on a le sourire. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et là, à ce moment-là, j'ai contacté des experts, etc. J'ai commencé à... Enfin, je voulais faire au départ un sujet pour mon journal, simplement. Oui. Et puis, je me suis aperçue qu'il y avait des vols de bois, c'est-à-dire qu'il y avait des voleurs qui pillaient les forêts et qui envoyaient en Chine aussi. Et puis surtout, les experts m'ont dit, mais vous savez, ma bonne dame, il y a bien pire. C'est-à-dire, ils m'ont expliqué que au nom de l'écologie, on abattait des arbres, par exemple, puisque la France doit remplir ses objectifs en termes de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes, et que donc, pour ça, pour que l'objectif soit atteint, on installe des panneaux photovoltaïques, alors dans sur des friches, etc. Formidable. Très bien, mais au milieu de forêt, et donc on coupe des arbres. Voilà, notamment au pays de Giono, comme je le raconte, enfin, ce qui est quand même inouï. Et puis, j'ai découvert aussi que le milliard d'arbres promis par le président de la République, objectif qui risque d'être atteint, mais qui va impacter aussi notre bilan carbone. Or, il faut savoir que les arbres, aujourd'hui, sont notre premier poumon. C'est-à-dire que dans notre objectif de décarbonation, c'est bien gentil de faire venir des panneaux photovoltaïques. Vous allez me trouver un peu obsessionnel, mais de Chine. De Chine, oui, ça c'est sûr. Mais qu'on a là des arbres, et que les arbres, plus ils sont vieux, plus ils captent du carbone. Donc, un plan d'1 milliard d'arbres, j'ai découvert qu'en gros, pour la plupart, ça consiste à faire des coupes et à replanter des arbres. Autrement dit, à diminuer la capacité nationale à pomper du carbone. Alors, il y a un paradoxe que moi j'ai découvert avec votre livre. Selon l'inventaire forestier de l'IGN, la forêt couvre 17,6 millions d'hectares, 32% de la superficie de la France hexagonale et de la Corse. On n'a pas mis les territoires d'outre-mer là-dedans. Et en 85, c'était 14 millions d'hectares. Bon, donc je me dis, ça va mieux.
On a de plus en plus d'hectares de forêt en France. Donc à la fois, on en a plus, mais on en a moins bien, c'est ça? Elle est en moins bonne santé? En fait, il y a un rapport de l'Académie des sciences qui date d'il y a à peu près 2 ans et qui a fait vraiment le point sur la question et qui dit, voilà, avec le réchauffement climatique, longtemps, le réchauffement climatique, c'était la fête pour les arbres parce que ça, comment dirais-je, ça les dopait un peu. Sauf que maintenant, le réchauffement climatique, ça veut dire stress hydrique, ça veut dire sécheresse et ça veut dire paradis des parasites. Parce que les arbres sont affaiblis et que les parasites, eux, se reproduisent plus grâce à la chaleur, plus longtemps. Et donc, il y a plus de générations chaque année. Donc, mortalité multipliée en gros par 2 en 10 ans, enfin c'est plus 80%, hein, donc voilà. Donc on a plus de superficie de forêt, mais avec des arbres en beaucoup moins bonne santé, exactement. C'est ça? D'accord. Et d'autre part, en moins bonne santé et qui grandissent de moins... Enfin, ce qu'on appelle l'accroissement forestier, c'est-à-dire la manière dont grandit chaque arbre chaque année est en très nette diminution aussi. Pourquoi? Parce qu'on les coupe plus tôt? Non, enfin pas que, parce qu'ils poussent moins vite à cause du stress hydrique, justement. D'accord, compris. Alors avec ce système-là, que vous avez commencé à l'évoquer, mais des coupes rases, c'est ça? Ou des coupes à blanc? Alors déjà, c'est quoi? Alors, ça veut dire quoi? Pour trouver une définition, rien que ça m'a pris... Voilà, parce qu'effectivement, chacun a sa petite définition. En gros, on va vous dire, non, c'est plus compliqué. En gros, ça consiste à prendre une parcelle et à tout raser dessus. D'accord. Tout raser tous les arbres à la fois. Ça endommage terriblement les sols. Et ça, les experts vous disent, les experts forestiers vous disent, en fait, un sol, ça met peut-être 100 ans, peut-être 200 ans, peut-être 300 ans à revivre comme auparavant, c'est-à-dire dans cette symbiose entre, vous voyez, toute la vie souterraine. C'est-à-dire que pour ne pas affaiblir ou appauvrir le sol, il faut laisser des arbres, ne pas tout couper d'un coup. Et il faut faire ce qu'on appelle, dès qu'on peut, ce qu'on appelle de la sylviculture mélangée à couvert continu, parce que dans mon livre, j'explique aussi qu'il y a des tas d'expériences qui réussissent. Oui, il reste 5 minutes, on va prendre le temps aussi de parler de ce qui marche. Et donc, voilà, quand on fait des coupes rases, on endommage le sol, on replante, mais les plants du milliard d'arbres, la plupart du temps, ils meurent. Ils meurent pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'ombre, puisqu'il n'y a plus d'ombre. Et comme il n'y a plus d'ombre, il y a une mortalité de 50% de ces nouveaux plants. Donc il faut replanter dans des sols qui sont terriblement endommagés. Ce que vous décrivez dans le livre, c'est que ces coupes rases, on est dans un modèle économique qui fonctionne notamment grâce à l'argent public, c'est ça? C'est-à-dire que c'est en partie subventionné? Bien sûr. Au départ, le plan de relance, vous savez, dans la part du plan spécial relance après Covid, il y en avait une part pour la filière bois, ce qui est bien naturel. Et dans cette part pour la filière bois, il y en avait une partie qui était pour replanter des arbres déjà. C'était avant le milliard d'arbres. Le milliard d'arbres est venu dans un deuxième temps. Donc, quand on dit qu'effectivement, on va replanter sur des forêts où les arbres sont morts, tout le monde vous dit, évidemment... Dans l'est de la France, il y a des épicéas, comme vous le savez, qui sont dévastés. Si c'est la maladie ou un incendie, très bien. Mais il y a des critères assez larges que les pouvoirs publics ont mis en place. Et donc, effectivement, moi, je comprends parfaitement les propriétaires forestiers qui voient qu'il y a une pluie d'argent public, donc ils peuvent faire leur coupe, gagner de l'argent et être subventionnés pour replanter. Sauf que dans le bilan écologique, évidemment, on a bien compris que c'est une catastrophe et une absurdité. Il y a des solutions. Alors, vous avez effectivement parlé de cette sylviculture mélangée en couvert continu. L'expression, elle est un peu moche, absconce, mais c'est une solution. Mais les forêts sont très belles. Oui, c'est quoi? C'est le plus important. Ça consiste, il y a une association qui s'appelle ProSylva, qui est formidable, qui existe partout en Europe, dont il y a une branche française qui est très active et qui gagne quand même du terrain. C'est ça le message d'espoir. Donc ça consiste en quoi? Des arbres d'essences différentes, pas une seule espèce, une forêt ombragée, le couvert continu, donc différents étages, et puis, comment dirais-je, un travail forestier fin, qui consiste évidemment à faire des prélèvements. Il ne s'agit pas de se prosterner devant la nature et de plus vouloir du tout exploiter le bois, mais on sélectionne. La forêt se régénère naturellement
Et je cite l'exemple de la forêt de Dambar, On est dans quelle région? On est tout près du Luxembourg. D'accord. C'est une des plus belles forêts de France et elle est une des plus grandes, forêt privée en tout cas. Et donc elle est gérée par le président de ProSilva qui s'appelle Evrard de Turckheim et auquel je rends hommage parce que sa forêt non seulement est magnifique, mais elle n'a pas besoin du tout de plantations nouvelles. C'est-à-dire qu'elle est exploitée et elle continue à se régénérer. Elle se régénérait par elle-même. Et le fait... Mais elle est exploitée. Elle est exploitée. Ouais. Donc c'est ça, il n'y a pas d'un côté, comment dirais-je, des zadistes échevelés qui voudraient absolument tout mettre sous cloche, et de l'autre côté, une exploitation furieuse avec des coupes rases. Il y a cette solution intermédiaire qui marche formidablement bien et qui gagne du terrain, pas assez vite, mais qui gagne du terrain. Il y a tout un débat sur les subventions publiques, notamment aux entreprises, leur opacité, leur fléchage. Là, on pourrait avoir un fléchage beaucoup plus efficace, en fait. Bien sûr. Cet argent public, on ne dit pas arrêtons de planter des arbres, mais plantons mieux, plantons bien, quoi. Plantons mieux ou éventuellement ne plantons pas et réservons cet argent à d'autres actions pour la filière bois. Donc, effectivement, ce qui m'a beaucoup frappé en faisant cette enquête, c'est que l'argent public est fléché un peu bizarrement et que vous avez une espèce de guerre de tranchées entre, d'une part, disons-le, une sorte de lobby de toute la filière qui vend des plants. Il y a des entreprises très intégrées, elles vendent des plants, elles conseillent les forestiers, ensuite elles s'occupent des travaux et elles touchent un pourcentage sur les ventes. Et éventuellement, elles ont une entreprise de transport. Donc, vous voyez qu'elles n'ont pas tout à fait intérêt à ce que la forêt, comment dirais-je, fonctionne toute seule, si j'ose dire. Donc, vous avez eux d'un côté. De l'autre côté, vous avez des associations, notamment une association qui s'appelle Canopée Forêt Vivante. Le dialogue entre les deux est impossible. Les canopées forêt vivante, effectivement, ce sont des militants, mais ce sont des militants qui cherchent à rencontrer les parlementaires, le ministère, vous expliquez dans le livre qu'ils sont caricaturés. Et ils sont caricaturés en écoterroristes. J'exagère à peine. Merci beaucoup, Sophie Coignard. Il y a encore plein de questions, mais pour avoir les réponses, il faut lire votre livre qui est passionnant, Arbres en danger, enquête sur un carnage végétal. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Voilà, c'est l'heure de notre débat. On va parler nucléaire, les petits réacteurs nucléaires en question. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle des SMR, des petits réacteurs nucléaires, modulaires, flexibles avec Sven Sers. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes directeur du programme stratégique énergie chez Capgemini. Et puis avec nous en visioconférence, Édouard Ourcade, qui est le cofondateur de Blue Capsule. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Peut-être un mot de définition, Sven Sers. C'est quoi un SMR? En quoi il se différencie des réacteurs nucléaires classique qu'on peut connaître? Alors, merci pour la question. Alors, un SMR, on va peut-être commencer par SMR, c'est Small Medium Reactor. Donc, Small, petit, modulaire pour modularité et réacteur pour réacteur. Donc, en fait, c'est un petit réacteur nucléaire qui est modulaire. Donc, quand on modulaire, c'est-à-dire qu'il se construit en plusieurs briques pour être construit et assemblé sur un seul et même site. Donc, c'est vraiment... On entend par là en fait, des systèmes de grande puissance. Donc aujourd'hui, c'est les EPR. Et les petites puissances, donc c'est les SMR. Et donc, c'est vraiment ça, les SMR. Aujourd'hui, c'est le petit réacteur. Est-ce que vous diriez que c'est l'avenir de l'énergie nucléaire? Alors, c'est un avenir. C'est un avenir. Il ne faut pas mettre en concurrence les gros, les petits. Chacun a son utilité, chacun a son endroit. On a besoin des gros pour, effectivement, pour nourrir nos villes, nos industries. On a besoin des SMR pour d'autres enjeux. La proximité, par exemple, par rapport à nos industries. L'éloignement aussi par rapport à certains réseaux. Pour tout un tas de choses qui peuvent aussi être importantes pour l'industrie nucléaire. Donc, on fait complémentaire. Édouard Ourcade, en quoi ils sont modulaires et flexibles, ces SMR? Alors, modulaire, merci pour cette question. Modulaire, ça a été dit, c'est la nouvelle manière de construire des réacteurs plus petits. Flexible, c'est surtout lié aux nouveaux usages, donc ça a été un tout petit peu dit. Je pense que dans le modèle des petits réacteurs, il n'y a pas simplement la taille. Alors la taille, ça aide pour la
le coût unitaire qui est plus petit, la facilité de construction, des chantiers moins complexes, ça c'est un aspect, mais la flexibilité, c'est surtout parce que ces petits réacteurs souvent fournissent des services que ne fournissent pas les plus grands réacteurs, qui sont souvent concentrés sur l'électricité, et les petits réacteurs permettent en général de fournir plus qu'un vecteur énergétique qui serait l'électricité. Ils fournissent aussi de la vapeur à haute température, de la chaleur sous forme d'air chaud. Et donc, c'est ça qui fait leur polyvalence et donc qui permet aux industriels d'avoir d'autres usages qu'ils n'avaient pas avant avec le nucléaire. Donc, remplacer le charbon et le gaz naturel, typiquement pour faire la chaleur. C'est ce que vous voulez construire chez Blue Capsule ? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. C'est ce que vous construisez déjà, ce que vous voulez construire quand Blue Capsule se place dans ce marché des SMR aujourd'hui ? Bon, Blue Capsule, il se distingue un petit peu. Je pense qu'il est quand même unique dans son domaine. Il assemble deux technologies qui existent déjà dans le monde. Les technologies des réacteurs à haute température qui fonctionnent en Chine, au Japon et qui sont en plein essor aux États-Unis, qui ont un combustible très spécifique, mais je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Et la technologie des réacteurs au sodium, qui est très bien connue en France. On a été les meilleurs au monde dans cette technologie-là et on est encore le leader. Donc nous, on a cette spécificité d'assembler des briques existantes. Donc on a un chemin pour démontrer notre technologie qui est plus court que certaines autres qui font une technologie plus disruptive. Donc dans ce chemin-là, à l'heure actuelle, on construit des partenariats industriels, puisqu'il est hors de question, évidemment, c'est pas parce qu'on est une nouvelle entreprise, une petite entreprise, qu'on va se construire seul. Donc il faut s'associer avec des grands partenaires. Donc on a, à l'occasion du World Nuclear Exhibition, on a signé un partenariat stratégique avec Framatome, qui est le fournisseur historique du combustible de la filière, qui va nous fabriquer notre combustible très spécifique pour Blue Capsule, et également avec Veolia pour des développements de briques technologiques. C'est ces deux partenariats un peu emblématiques qui sont sur notre chemin de développement. Oui. Voilà. Avec effectivement, selon le dernier rapport de la Nuclear Energy Agency, il y a 127 designs de SMR dans le monde, Sven Sers. Alors, il y a donc un foisonnement de projets, de concepts. Est-ce que c'est pas compliqué ça ? Est-ce que ça nuit pas finalement au développement commercial des SMR ça ? Alors moi je trouve que ça ne nuit pas, mais ça, en tout cas ça partage une certaine énergie qui est déployée pour ces enjeux-là. Oui. Je vais rebondir juste sur le Pas-Seul qui a été partagé juste avant, parce qu'en fait moi je suis partie prenante auprès de l'Alliance industrielle pour les SMR auprès de la Commission européenne. Oui. Donc justement l'objet est de réconcilier l'ensemble de ces technos pour en définir certaines qui vont être en mesure d'aboutir et d'aller plus loin. Donc plusieurs enjeux, effectivement, c'est mailler la supply chain, s'assurer des compétences disponibles, et tout ça, en fait, de le faire de manière coordonnée, de manière européenne. Et c'est effectivement un des enjeux qui aujourd'hui principaux pour les SMR, c'est si aujourd'hui on veut déployer et passer à l'échelle, il faut choisir les bonnes technologies, savoir quelles sont les bonnes compétences et savoir quelles sont les entreprises qui sont prêtes à supporter également ces nouveaux enjeux qui viennent aussi changer un petit peu quelque part un ancien modèle, parce qu'aujourd'hui on avait ces grosses puissances qu'on savait construire et qu'on va continuer de construire. Aujourd'hui on arrive avec des sujets d'innovation qui viennent aussi challenger un petit peu toute la filière, et c'est extrêmement pertinent, et quelque part ça fait du bien à tout le monde. On a des personnes qui viennent de milieux autres que le nucléaire et qui viennent apporter effectivement une nouvelle vue, une nouvelle valeur, et il faut emmener tout ce monde-là vers effectivement les enjeux de décarbonation dont vous parlez. Qu'est-ce que ça représente pour Capgemini ces projets-là aujourd'hui ? Alors nous, ça représente énormément de choses. Et d'abord, juste, au-delà de tout, c'est passionnant. Vraiment, c'est passionnant. Ouais. Aujourd'hui, on est sur des enjeux. Donc, l'Agence internationale pour l'énergie partageait son rapport annuel cette semaine. Les enjeux de demande d'électricité, ça va être plus 40% d'ici à 2035. Donc, on a un enjeu de décarbonation pour tenir le 1,5 degré. Ouais. Et on a un enjeu d'électrification qui va venir grandissant. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous devons aller vers ces grandes puissances et petites et moyennes puissances. Pour nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus d'innovation, plus d'adaptabilité, plus de flexibilité, effectivement être plus en mesure d'accompagner ces nouveaux porteurs, ces nouveaux entrepreneurs qui amènent aussi de l'énergie, de la vivacité. Le dernier point pour Capgemini, c'est qu'aujourd'hui, Capgemini, c'est 400 000 collaborateurs, donc c'est un groupe français, 400 000 collaborateurs dans le monde, donc c'est une immense maison. Moi, je suis une petite partie de la maison, le nucléaire chez Capgemini, c'est 2500 personnes.
c'est comment on se sert aussi des autres industries, donc typiquement l'auto, l'aéronautique, le spatial, qui a déjà fait du modulaire pour l'amener effectivement dans le retour d'expérience sur ces SMR. Comment on se sert de l'automobile qui fait de la série, parce que c'est également, vous allez peut-être en parler, mais c'est un des enjeux, c'est arriver à faire de l'AS-série pour diminuer les coûts d'échelle, l'économie d'échelle pour ces SMR. Et comment on se sert en fait de tout ce REX dont dispose aussi en partie Capgemini par ses expériences clients pour venir accompagner ces nouveaux entrepreneurs qui amènent une sacrée dynamique. Ouais. Alors justement, Édouard Ourcade, on parlait de l'Europe. Est-ce que pour vous, c'est un territoire porteur, ou est-ce que c'est vers d'autres continents que vous vous tournez aujourd'hui pour développer vos SMR ? Très bonne question. Je pense que c'est l'élément stratégique principal. Je pense que l'Europe a un problème de souveraineté énergétique. Je pense que ça a échappé à personne à l'occasion de cette guerre en Ukraine. Et je pense qu'il y a une conjonction finalement. CSMR, ils ont mis en lumière qu'on pouvait remplacer du gaz massivement en Europe pour plein d'usages grâce à la chaleur nucléaire. Donc je dirais que l'Europe, c'est d'abord notre terrain de jeu principal. Évidemment, la problématique aux États-Unis, par exemple, est très différente, avec le prix du gaz qui est moindre. Et je pense que l'Asie également cherche à faire cette mutation d'indépendance et de bas carbone. Donc il ne faut pas oublier que les deux, je pense que la souveraineté et le bas carbone sont deux piliers. Avec comme toujours, alors c'est vrai aussi pour certaines énergies renouvelables, mais quand on parle de nucléaire aussi, il y a un enjeu d'acceptabilité sociale. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Je commence avec vous, Spencer. On se pose aussi la question, par exemple, pour la réouverture de mines de lithium, dont on va avoir un besoin urgent dans les prochaines années, prochaines décennies. Est-ce que vous voyez à l'aune de... si on démultiplie des nouveaux sites, comment vous imaginez rendre ça acceptable pour les riverains ? En fait, moi, j'aimerais tourner la question dans l'autre sens. C'est en fait de dire, aujourd'hui, plus de 40%, du fait de l'IA, de la création de data centers, du fait de nos voitures électriques, etc. Aujourd'hui, l'électrification, elle est gigantesque. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est les 1,5 degrés à maîtriser, à tenir. Ça, c'est pas le charbon qui va nous y faire parvenir. Mais en fait, aujourd'hui... D'accord, mais sauf que vous dites ça à des riverains, ils disent oui, ok, mais je voudrais bien que le réacteur il soit à 150 km de chez moi. Vous voyez, alors, le SMR est une réponse. Oui. Alors, le SMR est une réponse parce qu'effectivement, il permet d'être à proximité des villes. C'est un plus petit effectivement objet qui permet d'être plus en proximité, donc effectivement répond à ces questions sociétales. En revanche, on voit comme que ça change, ça a été partagé juste avant, le WNE, le World Nuclear Exhibition, qui a eu lieu la semaine dernière à Paris, c'est 36 000 visiteurs cette année, c'est plus 50% par rapport à il y a 2 ans, ça a lieu tous les ans. On sait qu'on voit bien qu'il y a une avancée aujourd'hui sociétale dans l'acceptabilité du nucléaire, des SMR. On se rend bien compte que c'est une énergie sûre, durable, et qu'aujourd'hui, et qui n'est pas, j'insiste, ce qui n'est pas en compétition avec le solaire ou l'éolien. Oui. Alors, le solaire éolien, c'est des énergies intermittentes. Il fait beau, il y a du soleil, ça s'allume. Il n'y a pas de soleil, ça s'éteint. Le SMR, il tourne toujours. Ouais. Alors moi, je veux dire, je suis convaincu qu'il faut du nucléaire et je suis convaincu qu'il en faut dans un mix énergétique, et je vais dans le même sens que vous. Ça n'a pas de sens d'opposer le nucléaire au renouvelable. En revanche, je vous trouve un peu optimiste sur l'acceptabilité. Je veux bien vous entendre, Édouard Ourcade, là-dessus, parce que c'est quand même une question centrale. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver concrètement à des choix d'emplacement de sites et donc de riverains qui vont peut-être dire « Ok, on a besoin d'électricité dans nos usages, mais je préférais que ce réacteur ne soit pas là. » Ouais, je pense qu'on ne peut pas éluder ce sujet-là, que ce soit pour les riverains ou pour les industriels. C'est un nouvel usage du nucléaire. C'est une évidence. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a dans le monde de la technologie, il y a ce qu'on appelle les micro-réacteurs. Donc un réacteur nucléaire, c'est à peu près 1000 mégawatts. Donc il y a des micro-réacteurs qui font 1 mégawatt. Donc pour faire l'équivalent d'un grand, il en faut 1000 petits. Donc là, dans ce cas-là, si on voulait faire l'équivalent ou démultiplier la capacité électrique, il faudrait en faire 1000 fois plus. Et il y a de l'autre côté des réacteurs qu'on appelle petits, qui sont plutôt 20 ou 30 fois plus petits que les grands réacteurs. Et du coup,
Si on s'intéresse aux grands clusters industriels qui ont besoin d'énergie, de chaleur ou des grands data centers, on ne parle pas d'un déploiement aussi massif. Typiquement, en France, on a 58 grands sites nucléaires. Je pense qu'en France uniquement, si on devait viser les grands pôles industriels uniquement pour installer ce genre de réacteurs-là, on parle peut-être 20, 30 sites. On n'est pas c'est pas les petits pains, hein, si je prends cette analogie. On ne déploie pas massivement, en tout cas avec les réacteurs de taille intermédiaire comme Blue Capsule, on ne déploie pas massivement le nucléaire. Et j'ai un deuxième point là-dessus, c'est que quand même que la sûreté des petits réacteurs nucléaires est quand même beaucoup plus favorable que pour les grands réacteurs nucléaires sur plusieurs aspects. Je pense que l'autorité de sûreté nucléaire nous impose également des contraintes qui sont plus ambitieuses parce qu'on les prend très tôt dans la conception. Donc, par exemple, pour en citer une, on nous impose de ne pas pouvoir considérer l'évacuation de la population en cas de problème. C'est-à-dire que quel que soit le problème le plus grave qui puisse arriver sur notre petit réacteur, il faut que le public n'ait pas à être évacué. Donc ce type de démarche, ou en tout cas de stratégie, fait que finalement la population est moins sollicitée qu'elle le serait si elle vivait à la proximité d'un grand réacteur nucléaire. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Prêt pour l'impact. C'est le grand entretien avec le patron de GSF, Christophe Cognier. Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. 26 minutes de grand entretien aujourd'hui avec Christophe Cognier. Bonjour. Bonjour. Le président de GSF, entreprise fondée en 1963 par Jean-Louis Noisier. 43 000 collaborateurs aujourd'hui, 162 établissements en France et filiales à l'international et un chiffre d'affaires 2024 de 1,380 milliard d'euros. Ça débute donc en 63 dans un petit bureau de la rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris, et aujourd'hui, c'est 43 000 collaborateurs. C'est quoi le fil, le fil conducteur ou le fil rouge de cette histoire? C'est une vision, c'est une volonté, effectivement, d'un entrepreneur à l'époque qui a 27 ans, constate que les entreprises externalisent de plus en plus ces métiers de service, en particulier la propreté, qu'il n'y a pas de réponse approprié finalement à ces nouveaux enjeux et fort de cette vision, de ce qu'il constate, il va conceptualiser une entreprise avec des principes qui sont toujours en action aujourd'hui, c'est-à-dire si on veut apporter un service de qualité au quotidien, puisque notre prestation, bien évidemment, est au quotidien, elle n'est pas toujours très visible, mais elle est fondamentale. L'hygiène et la propreté, c'est quand même... On l'a vu en particulier au moment du Covid, on l'a mis en exergue. C'est quelque chose de fondamental. C'est un besoin des entreprises du quotidien. Et ça passe par l'engagement des équipes. Et le fait de capter certainement les meilleures compétences dans ces métiers, mieux les rémunérer, mieux les former, mieux les équiper, investir toujours davantage et avoir une vision de long terme. Et fort de ce concept, l'entreprise est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, uniquement en croissance organique, ce qui est un cas unique dans notre profession. Il n'y a pas eu de croissance externe. Il n'y a pas eu de croissance externe, si ce n'est à l'international, où nous sommes présents aujourd'hui également. Mais pour la France, non. Ce développement s'est fait uniquement par la confiance des clients que nous avons gagnés au fil de l'eau et la confiance des collaborateurs. Et puis, l'histoire, c'est cette saga GSF, finalement, s'est déroulée pendant plus de 60 ans sur cette constante. En gardant cette ligne. Donc, la rubrique s'appelle Prêt pour l'impact. Ce mot impact, quel sens il prend pour vous? Quelle place il tient dans l'entreprise? Notre entreprise, qui travaille par définition chez nos clients, là où la propreté est un enjeu stratégique, un enjeu d'image, mais aussi un enjeu de fonctionnement. Nous sommes leaders dans le milieu agroalimentaire, dans le milieu pharmaceutique, dans beaucoup de domaines, comme je le dis, où l'enjeu de propreté, d'hygiène est fondamental. L'impact, il est déjà là. Il est déjà de pouvoir continuer à faire fonctionner, apporter une qualité de service, de prestation qui permet à nos entreprises et clientes
au quotidien de délivrer leurs propres prestations, quand on est dans leur propre l'alimentaire, production. la question de l'hygiène et de la propreté, elle est majeure. Sinon, elle est fondamentale. les chaînes s'arrêtent, quoi. Exactement. Donc notre premier impact, il est là. Mais pour y parvenir, il y a aussi l'impact que nous sommes en tant qu'employeurs de grande dimension, 44 000, maintenant plus de 50 000 avec l'acquisition que nous venons de réaliser dans le domaine de l'accueil aux entreprises. C'est évidemment un impact avant tout social, mais depuis plus de 20 ans maintenant aussi une attention à l'impact écologique comme on l'appelait à l'époque, maintenant l'impact environnemental, avec la volonté toujours d'être aux côtés de nos clients qui se préoccupent de plus en plus, et qui le faisaient déjà à l'époque, je parle d'une vingtaine d'années, de ces questions. Oui, avec une certification Bicorp obtenue par GSF, c'était il y a 1 an. Alors, c'est la certification qui est sans doute la plus exigeante. Oui. Ça a demandé combien de temps et d'énergie pour obtenir le Bicorp ? Alors, si vous démarrez avec peu de ressources, j'ai peu d'expérience, c'est très difficile. Oui. En fait, c'est l'aboutissement d'une démarche, d'une forme de maturité dans ce domaine. Vous aviez pris de l'avance en quelque sorte, on pourrait dire ça comme ça. Nous étions prêts parce que, effectivement, certifier une entreprise, non seulement en France, mais à l'international, avec ce label, ça veut dire qu'il faut déjà avoir des équipes qui sont à maturité. Et le véritable enjeu pour nous, c'est de faire que cette conscience sur l'impact que nous avons, elle doit être au plus près du terrain. Vous voyez, c'est pas simplement un concept au niveau d'une direction, d'une gouvernance d'entreprise, mais faire en sorte que chaque collaborateur ait conscience dans son rôle, dans sa mission, de ce qu'il peut, de la manière dont il peut agir pour réduire l'impact environnemental, avoir les bons comportements en termes de management, etc. C'est des sujets très centraux dans notre société aujourd'hui. Ouais. Sur la partie environnementale du label, alors, dans les métiers qui sont les vôtres, sur quel levier il faut agir pour obtenir un tel label et une certification à un niveau le plus élevé possible ? Alors, démontrer qu'on est dans une volonté constante, dans une démarche qui est structurée, qui est construite et qui implique, comme je viens de l'évoquer, toutes les parties prenantes. Oui. Mais ça veut dire des choix de produits. Si on essaye d'être très précis et un peu concret sur les choix que vous aviez déjà faits et que vous avez accentués, peut-être. Absolument. Ça passe par le fait d'utiliser le moins d'eau possible. En particulier, on évoquait le secteur agroalimentaire où l'eau est nécessaire pour le nettoyage. Trouver les process, trouver les techniques qui permettent, avec nos clients, non seulement d'utiliser moins d'eau, mais parfois de réutiliser l'eau. Le réemploi de l'eau, c'est utiliser des matériels que l'on va, dans certains cas, recycler et aussi réutiliser, je cherche le terme, mais limiter au maximum tout ce qui peut être vecteur de déchets. Et d'ailleurs, ça va assez loin parce que nous accompagnons nos clients, on parle de la propreté qui est le métier historique de GSF, mais dans le domaine des services que nous apportons à nos clients, nous avons aussi une action en termes de gestion déléguée des déchets sur site. C'est-à-dire que nos clients sont souvent un peu démunis pour savoir comment limiter le nombre de déchets, faire un tri en amont qui soit le meilleur possible. Je parle dans l'industrie, dans l'industrie pharmaceutique également. Pour que ces déchets deviennent aussi des ressources, parce que c'est cet enjeu-là. Exactement, il y a un enjeu économique, il y a un enjeu d'efficacité, et puis une réglementation qui devient de plus en plus contraignante pour nos clients. Et comme nous sommes présents, je dirais 24 sur 24, 7 sur 7 sur les sites de nos clients, eh bien, nous avons des équipes qui sont et des ingénieurs qui les accompagnent, qui les amènent à pouvoir optimiser la gestion de ces déchets, le pilotage le tri, la diminution des volumes. Donc, c'est un exemple, effectivement, de... Alors, ce que je comprends bien, c'est que ça vient de vous et de vos clients. C'est-à-dire que c'est deux pressions qui se rejoignent, parce que ça peut être ça. Pour obtenir un marché, GSM, vous avez peut-être aussi besoin de montrer le fait d'être Bicorp, ça va peut-être vous ouvrir d'autres marchés. Est-ce que vous le vivez aussi comme ça ? Oui, on travaille avec 34 entreprises du CAC 40. Donc, je dirais que l'enjeu de la propreté et des services plus largement, parce que ces clients veulent de plus en plus confier des services
qu'ils ne veulent plus assumer avec leurs propres équipes, pour lesquelles ils recherchent des partenaires capables justement d'apporter ces solutions de services sur site, comme on les appelle, et qui mieux qu'une entreprise qui a une belle réputation, qui est présente au quotidien, qui a des équipes managériales qui ont démontré leur savoir-faire, qui mieux que nous pour assumer cette collaboration, cette structuration des services en complémentarité de ce que nos clients faisaient auparavant. Mais ça veut dire que à côté de votre efficacité économique, du coût de vos prestations, à côté de la qualité du travail qui va être effectué par vos équipes, cette certification, c'est un des piliers d'un appel d'offres, d'une certaine façon? Oui. Alors oui, cette certification, le fait qu'on ait une évaluation EcoVadis, qui est une agence de notation sur les sujets RSE, qui est très, très observée, très analysée par nos propres clients. Et que là, vous avez depuis beaucoup plus longtemps. Effectivement, sur lesquels on continue à essayer de progresser, de démontrer tout ce que nous faisons dans le domaine social, environnemental et en termes de gouvernance. Et Bicorp, quelque part, la certification Bicorp vient amener une dimension supplémentaire. J'insiste, c'est de plus en plus observé par tous les clients qui sont attentifs à leur propre réputation, au choix des prestataires qu'ils emploient. Ils nous confient les clés de leur maison. Et à ce titre-là, le niveau de confiance qui doit être établi est important. Alors, je vais vous citer, vous êtes rentré chez GSF, je crois que vous aviez à peine 30 ans, c'est ça? Cela. Tout juste 30 ans. Et alors, on vous avait dit, vous aviez cette idée en tête, on disait qu'intégrer GFF, c'était un peu comme entrer en religion. Ça s'est confirmé d'une certaine façon? C'est une belle religion. C'est une entreprise qui offre l'opportunité à ceux qui ont le courage de se lever tôt le matin et qui aiment les relations humaines d'exprimer, je dirais, toutes les possibilités d'une entreprise, qu'offre une entreprise de croissance, de service. Et c'est une très, très belle entreprise. Elle a une très forte image, grâce à cela d'ailleurs, une grande fidélité de ses collaborateurs. La différence par rapport à toute l'offre qui existe, c'est l'engagement des collaborateurs. Et je suis un des exemples nombreux de cette entreprise qui a permis à beaucoup de talents de s'épanouir et d'évoluer. Mais alors, si GSF, c'est une religion, vous êtes devenu pape. D'une certaine manière, oui, et j'en suis fier. Oui, effectivement, c'est une belle trajectoire. Sur cette dimension humaine, sur la façon dont vous avez décidé de manager une entreprise comme GSF, quel choix vous faites? C'est quoi votre philosophie de manager? L'attention aux autres, le respect, fondamental. Proximité, être là où nous sommes attendus. Donc, c'est des choses assez simples, mais qui doivent être démontrées tous les jours. L'exemplarité est fondamentale. Et j'ai eu aussi, à titre de mentor, le fondateur de l'entreprise pendant de nombreuses années, qui m'a, comme il l'a fait avec toute une génération de managers, montré l'exemple. Vous disiez il y a quelques années, nous atteindrons le 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sans perdre notre âme. Bon, vous l'avez largement dépassé, le 1 milliard d'euros aujourd'hui. C'est une question que je trouve très intéressante parce que c'est difficile de grandir à ce point sans renier les principes d'origine. Ça suppose quoi? Une attention quotidienne, j'allais dire pression managériale, positivement, c'est-à-dire de la part du fondateur Jean-Louis Noisier, puis de votre part aussi? De l'exemplarité, je le répète, un modèle auquel on est très attaché. Quand on a des filiales à l'étranger, c'est plus compliqué, forcément. Évidemment, et c'est la qualité de la relation que vous avez avec les équipes, le choix des personnes à qui vous confiez finalement les clés de la maison, là aussi à l'international, et puis un rapport de confiance que vous établissez. Et je répète, un modèle qui est basé sur, de par notre je dirais, position dans le paysage économique, qui suppose de l'autonomie, de la responsabilisation, de la confiance, je le répète. Et c'est tout ce travail que nous faisons de compagnonnage, de formation tout au long. On investit énormément, près de 4% de notre chiffre d'affaires est investi dans la formation à tous les niveaux. Et la promotion interne est également un exemple.
vivant de ce que nous apportons à des personnes qui sont prêtes à s'engager et qui nous font confiance. Ce sont des métiers qui ne sont pas forcément reconnus, qui sont même parfois stigmatisés. Comment vous luttez contre cet a priori négatif ? C'est un métier fabuleux quand on a les moyens de l'exécuter correctement, quand on a une vision de long terme et quand on s'appuie sur ce que je viens d'évoquer, sur la qualité des relations humaines, la confiance que vous accordent des clients. Très sincèrement, j'ai à l'esprit beaucoup de trajectoires formidables de collaborateurs de tous horizons, et ça c'est aussi une vraie richesse dans ce métier, à qui on donne la possibilité de grandir, de s'épanouir professionnellement dans un environnement, oui, qui est exigeant, c'est vrai, mais qui est aussi récompense ceux qui ont la capacité à se projeter dans cette activité. Ouais, mais est-ce que ça signifie que vous avez eu, ou encore aujourd'hui, des difficultés de recrutement parfois ? Oui, comme dans tous les métiers, peut-être. Il y a plein de secteurs qui sont concernés. Absolument, mais bon. C'est vrai qu'il y a un sujet d'attractivité, mais aujourd'hui, on bénéficie, GSF, vu sa taille, son histoire, bénéficie d'une réputation solide. C'est un repère, c'est une marque aujourd'hui dans la profession, en tout cas dans ses activités de service aux entreprises, et ça nous permet d'attirer à nous les meilleurs talents. On les recrute en général assez jeunes, on les forme, on les accompagne, on leur promet aussi potentiellement une belle carrière, et ça marche. Ce sont des métiers où on rentre dans l'entreprise le plus souvent sans diplôme ? On a des candidats qui quand viennent... on a bientôt 50 000 collaborateurs, forcément, il y a une gamme de métiers qui est très vaste. Mais les métiers, j'allais dire, de base, c'est absolument pas péjoratif dans mon esprit. Mais les métiers d'agent d'entretien, tous ces métiers-là, on n'a pas de diplôme. Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont des difficultés de formation que vous êtes obligé de proposer à vos salariés dès le début, finalement, pour qu'ils s'intègrent à une entreprise, pour qu'ils soient efficaces, Tout dépend du niveau auquel vous recrutez vos collaborateurs. On a des profils de toute nature, de tous horizons, de toute expérience, de tout âge. Et ça, c'est une des vraies richesses de ce métier. On va surtout s'attacher à comprendre quelle est la personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un savoir-être, une personne qui a un savoir-être, des comportements qui sont en adéquation avec ce que l'on veut offrir comme service, et pas seulement dans le domaine de la propreté, mais aussi de plus en plus de services sur site. Donc la notion comportementale est fondamentale. Et après, on va accompagner, on va former ces équipes. À ce titre, on peut considérer qu'on est vecteur d'intégration, de promotion sociale, d'ascenseur social, comme on dit aujourd'hui, qui est très important. Et c'est aussi très, très riche et très intéressant, comme dans notre vision. On parle d'impact. Mais là, je peux vous assurer qu'on a un impact dans la durée qui est tout à fait significatif et parfois sous-estimé. Un impact social et sociétal. Complet. Oui. Avec une diversité naturelle, justement parce que vous... Mais est-ce que c'est vrai, par exemple, pour les questions de genre, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes ? Est-ce que vous devez intégrer ces objectifs-là ? Ou est-ce que finalement, la diversité de recrutement fait que c'est pas un souci, c'est pas une question chez GSF ? C'est pas une question, ça se fait assez naturellement parce qu'on a autant que de femmes, je veux dire, à différents postes, peut-être pas encore suffisamment à des postes à haute responsabilité, et on y travaille, bien évidemment, ça fait partie des sujets, parce qu'historiquement, c'est un métier plus masculin. Mais c'est pas, je dirais que c'est pas, on est attentif surtout à ce que nos managers aient les bons comportements, 145 nationalités parmi nos collaborateurs, tous horizons, je le répète, mais ce n'est pas un sujet à partir du moment où vous avez les bons comportements. Et vous formez vos équipes à avoir les bons comportements, et vous voyez au contraire qu'on arrive à obtenir de nos équipes un engagement. Moi, j'en suis toujours stupéfait, je dirais, de voir à quel point, quand vous apportez l'attention, les moyens, la formation, vous avez en réponse à cela beaucoup de très belles choses. Et si GSF en est là aujourd'hui, c'est en partie et certainement surtout grâce à cela. Ouais. Alors vous disiez, sont des métiers que les salariés de vos clients ne voient pas forcément à l'œuvre. On est souvent dans cette question d'horaire décalé, qui est une vraie question d'ailleurs, parce que ça veut dire des temps de transport qui sont parfois compliqués pour vos salariés, ça veut dire des débuts de mission qui peuvent être très très tôt le matin ou même au milieu de la nuit. Comment vous essayez de les accompagner face à ces difficultés-là qui sont intrinsèques d'une certaine façon ?
Effectivement, il y a cette question qui a toujours existé du décalage, des horaires fractionnés. Alors, le fait d'avoir aujourd'hui la taille que nous avons nous permet de compléter les horaires, d'avoir des personnes qu'on peut employer à temps plein. Nous travaillons avec certains de nos clients avoir une prestation qui est plus sur on va dire, pas d'horaire, enfin pas de coupure, de travailler plutôt en horaire en journée. Faut-il que cela... Voilà, ce soit accepté, mais c'est des solutions. C'est parfois compliqué, mais en fait, c'est juste un changement d'état d'esprit aussi. Ça dépend des entreprises et des clients, mais enfin, nous, ici, ça nous gêne pas de voir passer d'un prestataire extérieur qui vient, par exemple, récupérer les poubelles en journée. Ça ne posera pas de problème. Voilà, il faut le construire avec son client. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui permet d'avoir une vie plus simple, meilleure pour nos collaborateurs qui sont dans la propreté. C'est pas encore dans les mentalités. 40% de l'activité dans les pays nordiques se fait sous cette forme-là. Dans vos métiers. Oui, bien sûr. Donc, on a encore du chemin à parcourir. Nous c'était assez faible, je dirais 5-10%. Vous avez des grands donneurs d'ordre public qui essayent de pousser dans ce sens-là. Mais il y a un vrai travail de fond à continuer de faire. Après, et ça, c'est vous qui devez le faire? C'est-à-dire, c'est vous qui devez convaincre vos clients d'une certaine façon? Oui, c'est à nous de leur montrer que c'est pas simple, mais que c'est possible à partir du moment où on le fait ensemble. Voilà. Et c'est pour le bien-être de tous. Et en particulier, la question des ressources se posera dans les métiers de service en général. Trouver les bons profils et les amener à rendre le service attendu, ça passe par un accompagnement et pour lequel on n'aura pas forcément toujours les bonnes ressources. Donc, tout le monde a intérêt finalement à investir sur ce sujet pour le bien-être des collaborateurs chez le client. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre essayent de faire revenir les collaborateurs sur site, qui parfois s'en étaient éloignés avec je dirais, le télétravail. Et l'enjeu de la qualité de l'environnement de travail, on parle là aussi d'impact, et côté client, n'est pas à sous-estimer. Et nous accompagnons des clients dans les solutions de service, non seulement la propreté, on parle de l'accueil, on parle de la manière dont on va gérer les irritants sur site, la petite maintenance, tous les petits services finalement. C'est un ensemble de choses que vous pouvez piloter, pour lequel le client attend de votre part effectivement les bons comportements, les bonnes attitudes pour faire revenir au bureau, pour faire revenir les collaborateurs qui, parfois, ont un petit peu de difficulté à revenir. Je reviens sur ces horaires décalés. Est-ce qu'il arrive souvent qu'il y ait certains de vos collaborateurs, de vos salariés, qui finalement arrivent au travail sans avoir pris de petit déjeuner, sans avoir mangé, le ventre vide? Est-ce que vous intégrez ça, finalement, à votre politique RH? Alors, ça arrive. Nous avons mené des actions dans un certain nombre de régions sur la possibilité d'apporter notamment des fruits secs avant la prestation. Et on a aussi une politique d'échauffement avant la prise de poste pour limiter... D'échauffement physique, oui, quelques minutes avant la prise de prestation. On travaille sur tous ces sujets-là pour qu'effectivement nos collaborateurs puissent travailler dans de meilleures conditions quand ils n'ont pas la possibilité, effectivement, de le faire autrement. Mais le complément alimentaire, oui, je sais qu'on l'a développé. D'ailleurs, on avait été récompensé pour cette initiative à l'époque par l'IDEX, qui est l'association des responsables de services généraux. Donc, tout ce qui peut permettre, effectivement, à nos collaborateurs de se sentir bien dans ce qu'ils font, on se doit d'y être attentif, effectivement. Alors, intuitivement, je me dis, vous n'êtes pas concerné par le développement de l'intelligence artificielle. Enfin voilà, c'est des métiers de service. Est-ce que malgré tout, vous intégrez l'IA dans un certain nombre de processus de fonctionnement de GSF? On ne pourra pas échapper à l'usage de l'IA. Le tout, c'est de bien l'utiliser. On commence aujourd'hui, on est également leader dans le nettoyage des aéroports, donc il y a une question de gestion des flux, de mettre les bonnes personnes au bon endroit en fonction des aléas qu'on peut imaginer. Dans cette activité, c'est un exemple, il y en a d'autres, où l'intelligence artificielle permet d'optimiser, d'améliorer l'efficacité de nos ressources, de la gestion, et puis dans tout le back-office, oui, l'intelligence artificielle va nous permettre de gagner en productivité pour mettre plus de moyens là où il faut les mettre. Est-ce que ça transforme les métiers ou est-ce que ça en supprime certains?
Non, ça n'en supprime pas. Parce qu'il y a des secteurs où ça. Oui, clairement, on voit certainement, des mais suppressions de non, postes, dans des métiers qui sont des métiers de service et des métiers manuels, c'est plus je le vois plus comme une injonction, comme un complément à l'efficacité des services, mais le besoin de service ne va pas disparaître. Il est important, il est même de plus en plus attendu dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'environnements, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est assez optimiste pour l'avenir de nos métiers de service en entreprise. Vous n'imaginez pas des robots intelligents remplacer vos salariés? Il y a des endroits où c'est possible, mais ce n'est pas une tendance majeure d'un secteur comme le vôtre? La robotique, pour l'instant, ou la cobotique, c'est plus quelque chose qui est anecdotique à ce stade. Il est clair que dans quelques années, il faudra davantage intégrer. On le voit chez Amazon, on le voit dans beaucoup d'endroits où il y a des tâches répétitives. Le robot commence à être de plus en plus présent. Dans notre activité, qui est encore une fois de service, on ne remplace pas l'intelligence humaine et la sensibilité, les gestes qui font la différence, c'est un peu notre motto. Et on va plus travailler à former l'humain, à lui donner les moyens de s'appuyer sur les outils. Et GSF a toujours été en avance sur ces sujets-là. Donc, nous, notre enjeu, c'est de continuer à rester en avance, c'est de faire que l'union où la complémentarité entre l'homme et la machine soit la plus efficace possible pour le bénéfice des clients. Vous disiez tout à l'heure, on est maintenant quasiment 50 000 collaborateurs, parce qu'il vient d'y avoir une acquisition, c'est ça? Alors, pour la première fois, nous venons de faire une acquisition, non pas sur notre activité historique, la propreté, mais bien pour compléter ce que nous apportons d'ores et déjà dans le domaine des services, sur un métier qui est très particulier. C'est un métier de niche, mais qui demande là aussi une véritable expertise, qui est le métier de l'accueil et de l'événementiel en entreprise. Voilà. Et nous avons fait l'acquisition du leader en France, Groupe Itac, plus connu par son nom commercial qui est Pénélope, l'agence Pénélope. Et il y a une vraie complémentarité entre ce que nous faisons déjà chez nos clients, les uns et les autres, et puis une offre de service plus complète. L'accueil, c'est stratégique. La propreté, on vient de le voir également. Et tous les métiers connexes qui peuvent venir autour de cela. C'est une offre que l'on est en train de combiner. On se connaissait déjà, bien sûr, depuis un certain temps. Vous aviez déjà travaillé ensemble? On travaillait en collaboration chez un certain nombre de clients. Et assez naturellement, cette convergence a beaucoup de sens. En tout cas, elle intéresse beaucoup nos clients. Merci beaucoup, Christophe Cognier. Et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup et Innovation. Smart Ideas avec Romain Dénin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Biotheos, l'un des lauréats du concours Move with Manutan, on en parlera dans un instant. Biotheos, vous l'avez créé en 2021 avec Romain Baheux, et avec quelle idée? C'est quoi Biotheos? Alors chez Biotheos, c'est assez simple, ce qu'on fait, c'est qu'on améliore la qualité de l'air des espaces intérieurs avec des micro-algues. En fait, on a développé une technologie brevetée autour des algues. On met en relation des polluants qu'on retrouve dans l'air avec ces algues. Ces algues vont se développer grâce aux polluants pour ensuite ressortir de l'air plus pur. D'accord. Alors c'est quoi? C'est un purificateur? C'est une machine? C'est quelque chose qu'on pulvérise? Comment ça marche? En fait, l'idée, on a commencé dans les métros. Parce qu'on s'est rendu compte que la qualité de l'air dans les métros était un vrai enjeu de santé publique. Et donc, on a commencé dans les métros avec des machines qui font 2,30 m de haut, 80 cm de large, avec cette technologie à l'intérieur. Et ensuite, on a miniaturisé ça pour miniaturisé cette technologie pour mettre ça dans des espaces tertiaires. Typiquement dans des bureaux, dans des cafétérias, dans des halls d'accueil d'entreprise. D'accord, et donc ça capte l'air ambiant, ça le filtre en quelque sorte, exactement. Grâce à ces micro-algues, c'est ça? Mais naturellement, c'est par rapport à des filtres classiques qui vont être plutôt des filtres mécaniques, qui vont capter la pollution mais qui vont sans la détruire. Nous en fait, les micro-algues vont consommer ces polluants pour se développer. Et donc en fait, c'est un filtre qui est entièrement renouvelable. C'est d'ailleurs justement ce qu'on fait, c'est que les micro-algues qu'on développe, on les transforme ensuite en fertilisants. Donc là, ça c'est un fertilisant, ça? Exactement. Alors je peux l'utiliser comment, ça? C'est marrant, j'ai un petit fertilisant dans la main. Je suis en train de le montrer sur la mauvaise caméra. Voilà le fertilisant. Alors comment on s'en sert? En fait, c'est un pulvérisateur. C'est que directement auprès de la machine, on a un petit tiroir, on appuie sur le tiroir, on sort un robinet, on se sert et ensuite on le remet dans les plantes. D'accord. Donc, ce qui nous permet d'avoir un filtre qui est entièrement renouvelable et de limiter également énormément la maintenance de nos machines. D'accord. Alors avec différents modèles, différentes tailles de modèles, c'est ça, Oxylone Urban, Oxylone S, etc. Exactement. C'est en fonction des espaces dans lesquels on peut les déployer, c'est ça l'idée? C'est exactement ça. C'est qu'on a le Urban
Mégane maintenant qui s'appelle 1400, qui se déploie principalement dans des zones plutôt de métro. Aujourd'hui, il y a le métro de Lille qu'on va installer avec 14 machines d'ici 2027. Et après, on a vraiment la gamme plutôt tertiaire qui se développe énormément aujourd'hui. On a plus de 40 entreprises avec qui on travaille. Oui. Avec une levée de fonds annoncée l'an dernier d'1 200 000 euros. L'objectif, c'est quoi? C'est de travailler, d'investir en recherche et développement encore? C'est de travailler au contraire sur la partie, je sais pas, commerciale, business? Ce qu'on a fait grâce à cette levée de fonds, c'est qu'on a pu finaliser notre process, parce qu'on a un process qui est hardware, où il y a pas mal de développement. Et également, on a utilisé cette levée de fonds pour financer aussi tout le côté data. C'est que c'est très bien de purifier l'air, mais il faut également prouver à nos clients ce côté où on a purifié l'air, le avant, le après. Et donc on a investi un peu plus dans le côté data pour prouver ce ROI à nos clients. Et aujourd'hui, on a une solution qui a fait ses preuves sur le marché, mais là maintenant, on attaque vraiment, c'est le côté business, le côté commerce, où là aujourd'hui, on a commencé à commercialiser depuis mars. D'accord, donc c'est tout récent et vous êtes donc l'un des lauréats de ce concours Move with Manutan. On avait reçu ici même le patron de Manutan qui tient vraiment à ce concours. Alors ça vous permet d'être invité ici, mais qu'est-ce que ça change pour vous un tel soutien de Manutan? Nous, ce que ça représente, c'est déjà pour la petite histoire, c'est que Move with Manutan, c'est la deuxième fois que je postule. Oui. La première fois, ils ne m'avaient pas reçu, tout simplement parce qu'on n'était pas assez mature. Et donc là, ce qui a changé cette année, c'est vraiment la maturité de la société, le côté business, comme je le disais, qui est vraiment présent. Et donc, ce qui leur a permis d'avoir plus confiance en Bioteos. C'est un bon signe pour vous aussi. Exactement. C'est ça, je comprends ça dans ce que vous dites. Ouais. Et aujourd'hui, un leader comme Manutan qui nous accompagne, pour nous, en plus de ça, c'est le côté mentorat. Être accompagné par des gens qui ont de l'expérience sur le côté business, le côté commerce, où aujourd'hui, notre société, avec mon associé, on est tous les deux ingénieurs de base, mais je m'améliore constamment sur le côté commerce, parce que je suis le commercial de la boîte, mais j'ai besoin justement de gens qui ont de l'expérience dans le B2B, justement, pour me faire progresser. Donc c'est un peu ça qu'on recherchait chez Move with Manutan. C'est vraiment ce côté où il nous accompagne à aller plus loin pour cette partie commerciale. Avec quels objectifs, là, à moyen, à long terme, l'industrialisation, le passage à l'échelle, j'imagine, peut-être d'autres marchés que la France? Comment vous voyez les 5 prochaines années? Alors, les 5 prochaines années, donc déjà aujourd'hui, on a déjà commencé à industrialiser. Ouais. On est avec un industriel local en France qui nous permet de faire du 50 machines par mois. Okay. Ensuite, on a déjà commencé à faire un peu d'international. On est présent aujourd'hui au Luxembourg. On commence également à avoir des discussions avec la Belgique, la Suisse, où on commence à avoir des sociétés sur place qui s'intéressent à nos solutions. Donc, d'ici 5 ans, en tout cas, c'est qu'on devienne un leader européen sur tout ce qui est qualité de l'air dans les entreprises. Merci beaucoup, Romain Desnains, et bon vent à Bioteos. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu, en charge de la production de l'émission, Charles Gratel, le réalisateur, Alban Jacquin au son. Belle journée sur Be Smart for Change. Salut.